Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout dans ce nouveau concept. On va démarrer aujourd'hui un concept un peu particulier, celui des légendes japonaises. Parce que oui, le pays nippon regorge de légendes hyper intéressantes et surtout qui reflètent pas mal la culture du pays. Chaque montagne, chaque rivière, chaque océan est un peu comme habité par un esprit. C'est d'ailleurs le principe même du shintoïsme. La vidéo est juste là si ça vous intéresse d'aller voir ça. Donc aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans la première des légendes japonaises qu'on va explorer ensemble, celle d'Urashima Taro et le voyage dans le temps. Vous êtes prêts? C'est parti! Chapitre 1. Une rencontre sur la plage. Notre histoire commence dans un petit village côtier, le village Mitsunoe, qui est entouré par les montagnes et bercé par les doubles murmures des vagues. Et c'est là qu'habite Urashima Taro, un pêcheur connu dans le village, déjà parce qu'il est très doué à la pêche, mais aussi parce qu'il est d'une bonté immense envers les animaux marins. Et tous les matins, il part sur sa barque, le regard tourné vers l'horizon, et cherche à deviner ce que l'océan lui réserve pour la journée. Et un jour, alors qu'il est en train de marcher sur la plage après sa journée de pêche, il aperçoit un groupe d'enfants qui est en train de s'amuser avec une tortue. Et c'est pas vraiment un jeu innocent parce qu'il lui lance des cailloux, et il rit en voyant la pauvre créature tenter de s'échapper tant bien que mal. Et Taro s'approche d'eux en courant. Son cœur se serre dans sa poitrine devant la scène, et il n'a pas pu s'empêcher d'intervenir. Il a demandé aux enfants pourquoi il a traité comme ça, en les menaçant un petit peu que les dieux punissaient les enfants qui maltraitaient les animaux. Et les enfants s'en fichaient complètement, et lui ont même répondu que s'ils avaient envie, ils pouvaient tuer la tortue parce qu'elle appartenait à personne. C'est là que Taro a eu une idée, et il leur a proposé d'acheter la tortue 20 sous, étant donné qu'elle appartenait à personne. Comme ça, ils se l'appropriaient entre guillemets. Les enfants partent et laissent la tortue blessée derrière eux, et Taro s'agenouille, caressant doucement la carapace éraflée de l'animal. Et il la remet à l'eau lentement, avec une tendresse infinie. Il porte la tortue jusqu'à l'océan et la relâche dans les vagues. Et au moment où elle disparaît sous l'eau, il a senti une étrange chaleur l'envahir, comme si quelque chose d'invisible le remerciait un peu. Et c'est intéressant de notifier que dans la culture japonaise, sauver un animal, surtout un animal comme la tortue qui est associé à un concept de longévité, c'est souvent quelque chose qui est très honoré par les dieux de la nature. Et en faisant ça, Taro s'est peut-être lié à des forces qui surveillent sur le monde. Chapitre 2. Le voyage vers le royaume des mers. Le temps passe, Taro reprend sa routine de pêche et un matin, alors qu'il laisse dériver sa ligne, il aperçoit une silhouette étrange sous l'eau. Et d'un seul coup, une tortue immense émerge de l'eau, sa carapace luit comme de l'or, ses yeux brillent d'une intelligence inhabituelle pour un animal. Puis à la surprise du pêcheur, la tortue s'est mise à lui parler. Elle lui a dit qu'elle était la tortue qui l'avait sauvée il y a peu de temps de ça et que pour le remercier, elle voulait l'emmener dans un lieu magique, le royaume sous-marin de Ryogujo, la demeure de la princesse Otohime. Tao reste bouche bée. Comment refuser un tel honneur? Donc il accepte. La tortue l'invite à monter sur son dos et ensemble ils plongent. Et essayez d'imaginer un peu la scène, les rayons de soleil traversant l'eau, se défractant en des milliers d'éclats lumineux, les bancs de poissons multicolores les entourant, formant des spirales vivantes autour d'eux, les coraux s'ouvrant comme des fleurs. Taro se le sent léger, libéré de toutes les inquiétudes terrestres. Puis au loin, une silhouette apparaît. Un palais sous-marin d'une beauté indescriptible, quelque chose comme il n'en a jamais vu. Ces murs qui semblent faits de corail et de nacre. Ces tours brillent de perles gigantesques et chaque détail étincelle de couleurs changeantes. À leur arrivée, des créatures marines qui forment une procession, des poissons-lunes portant des lanternes, des seiches dressant des éventails d'encre chatoyants. Tout semblait vivant, animé et d'une harmonie presque surnaturelle. Et là, à l'entrée, apparaît la princesse Otohime. Sa beauté surpasse tout ce que Taro a jamais pu voir. Son kimono semble tissé de vagues de lumière, son sourire rayonne comme une aurore. Elle lui souhaite la bienvenue et lui dit qu'il est ici un invité d'honneur. Et on l'emmène dans une grande salle. Des mets délicats l'attendent, des plats aux couleurs vives, des nectars sucrés, des fruits marins qui lui sont totalement inconnus. Taro s'assoit, encore abasourdi par tout ce qu'il a vu. Tout lui semble irréel et pourtant il sent bien qu'il est à sa place. C'est un peu comme s'il avait franchi la frontière d'un rêve, mais en étant complètement réveillé. Le palais Ryogujo, c'est une constante dans les croyances et légendes japonaises. C'est un élément qu'on retrouve très souvent et qui réapparaît dans beaucoup d'entre elles, sauf que la plupart du temps, il change. Il change en fonction des saisons, en fonction de la saison dans laquelle se passe le récit ou dans la saison dans laquelle on le raconte. Des fois, en automne, il va être rouge, vis-à-vis des feuilles d'érable. Des fois, en printemps, il va être rose et couvert de fleurs vis-à-vis des fleurs de sakura. En hiver, il va être enneigé. Et en été, il va être très lumineux. C'est quelque chose qui varie en fonction des saisons et qui s'adapte au temps et au cycle de la nature japonaise.
Chapitre 3. Le temps qui s'écoule. Les jours s'écoulent et sont paisibles dans ce royaume merveilleux. Taro découvre chaque matin une nouvelle chose qu'il trouve exceptionnelle. Les danses des méduses, la musique des coquillages ou les jardins remplis de perles, aussi brillants que les étoiles dans le ciel. Tout est magnifique, mais surtout, tout semble se dérouler d'une façon un peu particulière. Le temps est pas vraiment pareil. Une journée semble durer une éternité. C'est comme si Taro vivait dans une bulle un peu hors du monde. Pourtant, il y a un matin où un vide commence à s'installer dans son cœur. Le sourire de la princesse ne suffit plus à apaiser sa nostalgie. Et il va d'ailleurs la voir pour lui dire que, certes, son royaume est un paradis, mais sa famille, son village, tout lui manque quand même. Et qu'il doit rentrer chez lui. La princesse le regarde longuement et ses yeux se voilent de tristesse. Puis elle lui tend une petite boîte noire laquée entourée d'un ruban rouge. Et elle lui fait promettre une seule et unique chose. De ne jamais l'ouvrir. Quoi qu'il arrive. Taro est assez intrigué, mais accepte. Il monte à nouveau sur le dos de la tortue qu'il avait sauvée, et elle le ramène à la surface. Et c'est au moment où il a posé le pied sur la plage qu'un frisson l'a parcouru. Rien n'était comme avant, les maisons étaient différentes, les gens portaient d'autres vêtements, même la végétation semblait avoir changé. Plus rien n'était ce qu'il connaissait. Il était assez confus, il a approché un vieil homme, et lui a demandé est-ce qu'il connaissait la famille Urashima. L'homme a froncé les sourcils en lui demandant s'il parlait d'Urashima Taro, le pêcheur qui avait disparu il y a plus de 300 ans de ça. 3 siècles. Taro en perdit l'équilibre parce que pour lui seulement quelques jours s'étaient écoulés, mais pour le monde, 300 ans s'étaient passés. Ce passage dans la légende reflète vraiment quelque chose de très important au Japon. Parce que le côté éphémère des choses, le mono no aware, c'est quelque chose qui au Japon est très important de trouver une perfection dans l'imperfection et surtout de profiter des choses tant qu'on les a, tant que ça dure. Parce que c'est pas infini. Rien ne l'est. C'est à ce moment-là que Taro a décidé d'ouvrir la boîte que lui a offert la princesse, même s'il a promis de pas le faire parce qu'il se dit que il y a peut-être une réponse dedans, il y a peut-être une information, quelque chose pour comprendre ce qui lui arrive. Il défait le ruban, soulève le couvercle, et soudain, son corps se transforme sous ses yeux. Ses cheveux deviennent blancs comme neige, son dos se voûte, ses mains tremblent. En un instant, le jeune pêcheur qu'il était est devenu un vieillard décrépit. C'est à ce moment-là que la vérité s'impose à lui. La boîte contenait le temps qu'il avait laissé derrière lui, et en l'ouvrant, il a libéré son vieillissement, qui jusqu'à présent était suspendu par la magie du palais sous-marin. Urashima Taro, héros d'un autre âge, est devenu un simple vieillard dans un monde qui lui est totalement inconnu et dans lequel il est perdu. Chapitre 4. Les leçons de la légende. Mais derrière la légende d'Urashima Taro, qui laisse une marque assez mélancolique, on a pas mal de leçons à retenir. Celle de l'altruisme, sauver quelqu'un, sauver une créature, quelle qu'elle soit, peut emmener de belles choses. Celle de l'impermanence, comme quoi tout ce qu'on a, aussi beau soit-il, en profiter parce que ça peut s'en aller très vite. Et surtout celle de se mettre en garde contre la tentation. Parce que oui, défier le temps, ça peut être sympa, mais on finit toujours par le payer. Taro l'a appris à la dure. Et d'ailleurs, dans la culture japonaise moderne, on retrouve pas mal d'influences de voyage dans le temps. La légende d'Urashima Taro a laissé sa marque, comme par exemple dans le château ambulant, c'est vraiment quelque chose qui est penché là-dessus également. Donc est-ce qu'ils s'en sont inspirés ou pas? Je pense. Mais si on prend la légende dans notre biais, et que là on se penche vraiment d'un point de vue culture japonaise actuelle, elle peut nous signifier également le vieillissement de la population japonaise. Parce que c'est le cas, le Japon vieillit, le Japon beaucoup moins de jeunes. Ce qui est un problème majeur et un problème actuel, ils en parlent beaucoup. Et surtout, ça prouve que le temps pèse sur tout le monde, qui plus est sur une population vieillissante, les campagnes sont désertées et les villes commencent à être saturées. Et si on prend ça d'un point de vue un peu plus personnel, et là je vais parler pour moi, je vous laisserai me dire ce que ça vous a appris, à vous personnellement dans les commentaires, mais c'est que, par exemple, quand je visite le Japon, j'ai cette chance-là, je passe beaucoup de temps à prendre des photos, des vidéos, déjà pour vous, et aussi pour moi d'ailleurs. Mais il faudrait peut-être que je passe un peu plus de temps à profiter de chaque instant et à tout mémoriser dans ma tête et dans mon cœur plutôt que dans un appareil. Parce que tout simplement, c'est pas éternel. J'y suis pas tant. J'ai pas cette chance. Et faut que je vive chaque instant, faut que je profite de chaque instant parce qu'ils vont passer et que je pourrais pas les revivre. Et pour ce qui est de la légende en elle-même, il y a d'autres versions. Taro, après avoir ouvert la boîte, se transforme en grue et s'envole pour rejoindre la princesse. C'est une autre version, je préfère celle que je vous ai racontée, c'est pour ça que j'ai raconté celle-là.
Mais c'est une version qui a ses intérêts aussi. Juste, c'est pas la même. Mais ça montre surtout que la légende évolue avec son temps et que peut-être qu'à un moment de l'histoire du Japon, il y avait besoin de faire ce parallèle avec le fait de s'envoler pour X ou Y raison. Comme quoi, les légendes ne sont pas figées dans le temps, elles évoluent avec leur population. C'est plutôt intéressant, je trouve. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un concept un peu différent. Je vous laisse me faire comprendre si vous avez aimé ou non ce concept avec les likes et également les commentaires. C'est très pratique pour ça. L'espace est à vous. Mais merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. Ce sera pas une vidéo légende, on va faire ça de façon périodique, de temps en temps. Mais moi je vous dis une bonne fin de journée. Ciao tout le monde.